Ce mardi avait commencé de manière tout à fait banale, pour se terminer de façon désastreuse. À mon réveil, rien ne semblait anormal, si ce n'est l'absence de ma femme, Debbie, à mes côtés dans le lit. D'ordinaire, je me lève un peu plus tôt, étant donné que ma journée de travail commence à 8 heures, tandis que celle de ma femme ne débute qu'à 9h30. J'ai terminé ma toilette matinale et suis descendu pour préparer du café pour nous deux, pour seulement découvrir l'arôme du café déjà en train de chauffer. En entrant dans la cuisine, j'ai découvert ma femme, déjà vêtue pour le travail, assise à la table du coin repas. Elle m'a gratifié d'un sourire, et nous nous sommes souhaité le bonjour. Alors que je me versais du café, elle a déclaré qu'elle devait partir tôt ce matin pour une réunion au travail. Je serai libre vers 5 heures et je rentrerai directement à la maison pour que nous puissions parler dès ton retour, a-t-elle ajouté. Cette annonce m'a pris de court. J'ai haussé un sourcil et demandé, « Oh, ai-je oublié quelque chose ? De quoi devons-nous parler ?» Debbie a simplement agité la main d'un geste désinvolte, affirmant que la question pouvait attendre. Sur ce, elle s'est levée, a déposé sa tasse dans l'évier, m'a embrassé pour me dire au revoir et a franchi la porte avant que je puisse prononcer un autre mot. Avant de développer davantage ce récit, il me faut fournir quelques informations contextuelles sur nous. Je suis Tim Johnson. Ma femme, Debbie, et moi sommes mariés depuis plus de 41 ans, pour être précis. Nous avons échangé nos vœux juste après avoir obtenu notre diplôme d'études secondaires, tous deux à l'âge de 18 ans. Nous nous connaissions depuis la 2e année de primaire. Nous sommes sortis ensemble pendant tout le lycée, et nous étions tous les deux convaincus que nous étions destinés à passer le reste de notre vie ensemble. Aucun de nous n'avait jamais fréquenté d'autres personnes, par conséquent, nous avons exploré l'intimité ensemble et sommes restés les seuls partenaires sexuels l'un de l'autre. En effet, je n'ai jamais même embrassé une autre femme, hormis un baiser sur la joue en signe de salutation. Et je crois que la même chose est vraie pour ma femme. Nous avons fréquenté la même université en tant que couple marié, vivant dans un appartement bon marché et exerçant des emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. J'ai utilisé le GI Bill pour financer mes frais de scolarité, et ses parents lui ont apporté un soutien financier. Ainsi, bien que les circonstances aient été quelque peu difficiles, elles n'étaient pas insupportables. En fait, nous avons fondé notre famille alors que nous étions encore étudiants. Notre fille aînée, Terry, a 37 ans. Elle est mariée, a 2 enfants et exerce en tant qu'avocate spécialisée en droit de la famille dans un cabinet hors de l'État. Notre deuxième fille, Darcy, a 35 ans. Elle est célibataire et travaille à Washington en tant qu'assistante du directeur au ministère de l'Agriculture. Notre Benjamin, Sydney, a 34 ans. Elle est mariée à un policier dans notre ville natale, élève 2 de nos petits-enfants et est une mère au foyer travailleuse. Nous sommes extrêmement fiers de nos 3 filles. Après le lycée, j'ai trouvé un emploi en tant qu'analyste des risques pour une grande compagnie d'assurance, tandis que Debbie est devenue enseignante au collège dans le district local, puis a travaillé à temps partiel au bureau administratif. À 59 ans, nous jouissons tous les deux d'une excellente santé physique. Nous avons toujours maintenu un mode de vie actif. Je pratique le golf, la natation et la musculation au moins 3 fois par semaine. Néanmoins, ma femme me surpasse en matière de discipline. Elle va à la salle de sport 5 jours par semaine et fait du jogging de longue distance presque quotidiennement. Peut-être suis-je partial, mais elle reste la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle pèse le même poids qu'à notre mariage, un exploit remarquable compte tenu de 3 enfants et de 41 ans de mariage. Dans notre jeunesse, sa beauté était si captivante que chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, même les femmes s'arrêtaient et la regardaient. Et aujourd'hui encore, elle attire l'attention d'hommes 2 fois plus jeunes qu'elle. Cependant, elle se comporte invariablement avec dignité et grâce. Debbie et moi parlons fréquemment de ce phénomène. Notre vie de famille est l'incarnation du rêve américain. Nous nous sentons exceptionnellement chanceux de nous être trouvés. Et chaque jour, nous exprimons notre gratitude pour la vie que nous partageons. Contrairement à la plupart des hommes, lorsque j'entends les mots « chérie, il faut qu'on parle », je ne ressens ni crainte ni sueur froide. J'étais curieux, bien sûr, mais pas inquiet. Nous sommes perpétuellement en conversation. Nous les appelons des discussions familiales, et nous en avons depuis avant d'avoir des enfants. C'était notre méthode pour planifier nos vies. Cependant, cette fois-ci, elle ne l'avait pas désigné comme une discussion familiale. Au travail, je n'étais pas rongé par l'inquiétude concernant la conversation imminente. Au lieu de cela, je me suis surpris à me remémorer l'intimité inoubliable que nous avions partagée la nuit précédente.
Debbie est une amante remarquablement vive et spontanée. Elle n'hésite jamais à exprimer ses désirs et à les satisfaire. Elle n'a jamais simulé le plaisir, car il y a longtemps, nous avions convenu que nous devions être honnêtes l'un envers l'autre et nous efforcer d'améliorer notre vie amoureuse. La prétention ne faciliterait pas cet objectif. Debbie n'est pas le genre de femme à connaître une série de petits relâchements. Quand elle franchit ce seuil, elle pousse des cris d'une intensité incroyable. Son corps tout entier tremble, ses yeux se révulsent, et il lui arrive même de perdre brièvement connaissance. Pendant plusieurs minutes ensuite, elle évite tout contact physique, tant son corps est exquisément sensible. C'est un spectacle stupéfiant à voir et auquel participer. Elle me confie fréquemment qu'elle ne commettrait jamais d'infidélité, car former un nouvel amant lui prendrait un temps fou. Après 41 ans de mariage, nous faisons encore l'amour 2 ou 3 fois par semaine. Une autre affirmation qu'elle me fait souvent, comme hier soir, est que, bien que ma prouesse physique ne soit peut-être plus celle de mes 25 ans, mes lèvres, ma langue et mes doigts possèdent des propriétés magiques et fonctionnent plus efficacement que jamais. Dans l'ensemble, nous avons savouré une vie amoureuse très gratifiante, bien avancée dans notre âge mûr. Ma curiosité s'intensifiant, je suis parti du travail un peu plus tôt et j'ai pris le chemin du retour. Je voulais arriver avant Debbie afin de pouvoir me changer, m'installer confortablement avec un verre de mon single malt préféré, et déterminer le sujet de notre discussion imminente. Ma curiosité s'est muée en inquiétude lorsque je me suis garé dans le garage et que j'ai constaté que la Camry de 7 ans de ma femme était déjà là. Mon malaise s'est accru en entrant dans la maison et en la découvrant assise à la table, un verre de vin à la main, et mon scotch déjà versé et placé à ma place. Elle semblait profondément bouleversée, se frottant distraitement le genou avec sa main libre, une habitude nerveuse qu'elle manifestait depuis aussi longtemps que je la connaissais. Je lui ai demandé si je pouvais me changer avant de commencer. Elle a répondu par la négative, disant qu'elle souhaitait procéder immédiatement. « Assieds-toi, s'il te plaît » a-t-elle insisté. J'ai acquiescé sans discuter, mais en m'asseyant, j'ai acquis la conviction qu'elle allait m'annoncer une maladie. J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, et ma respiration normale est devenue difficile. En plongeant mon regard dans ses yeux, j'ai contemplé, je ne peux même pas exprimer ce que j'ai vu, mais je savais que je n'avais jamais vu cette expression, ce regard sur son visage auparavant. Elle paraissait nerveuse, et sa voix tremblait lorsqu'elle parla d'un ton délibérément atténué. « Tim, il y a quelque chose auquel je pense depuis un certain temps, et j'ai besoin de l'exprimer sans interruption. S'il te plaît, laisse-moi finir avant de parler, afin que tu comprennes la gravité de cette affaire pour moi. » Au fur et à mesure qu'elle continuait, sa confiance semblait croître. « Et j'ai besoin que tu t'abstiennes de te mettre en colère ou de transformer cela en une dispute infantile. Peux-tu me l'accorder, s'il te plaît ?» J'ai lentement hoché la tête sans prononcer un mot. Au moins, elle n'allait pas m'annoncer une maladie. Cependant, je soupçonnais que la vérité serait bien plus terrible. Et j'avais raison. « Chérie, tu sais que je t'aime plus que la vie elle-même. Depuis nos années d'école, je n'ai aimé que toi. Il n'y a jamais eu personne d'autre dans ma vie. » La douleur dans ma poitrine s'intensifiait, ma respiration devenait plus pénible, et une douleur sourde irradiait dans mon épaule tandis qu'elle continuait. « Nous passerons notre vieillesse ensemble, à bercer nos arrière-petits-enfants sur nos genoux. Nous voyagerons ensemble à travers le monde. Mais il y a quelque chose que je dois faire. » À présent, la douleur dans mon épaule irradiait le long de mon bras gauche, et j'avais la tête qui tournait. J'avais du mal à reprendre mon souffle. « Tim, écoute. C'est très important. » J'ai simplement hoché la tête, pensant que cela ne pouvait pas m'arriver. J'y pense depuis plusieurs mois, et il y a quelque chose que je dois faire avant de devenir trop vieille. La pièce a commencé à tourner, et j'avais l'impression que quelqu'un se tenait debout sur ma poitrine. Je vais voir d'autres hommes pour découvrir ce que j'ai manqué toutes ces années. Ça ne durera pas éternellement. Peut-être 6 mois. Et je reviendrai être ta femme aimante, te prouvant chaque jour la profondeur de mon amour. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Et puis tout s'est estompé dans le noir. La lumière filtrait à travers l'obscurité, s'efforçant de percer la brume. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières me semblaient peser 2 kilos chacune. Je les ai forcées à s'ouvrir de toutes mes forces et j'ai finalement réussi. Où étais-je? Quels étaient ces bips? Pourquoi étais-je incapable de bouger? Ma gorge me faisait terriblement mal. Quel est mon nom? Je dois être à l'hôpital. Que s'était-il passé?
Toutes ces pensées se bousculaient dans mon esprit jusqu'à ce que je me rappelle que j'étais Tim Johnson et que j'étais à l'hôpital parce que ma femme avait tenté de me tuer. Pourquoi avait-elle tenté de me tuer? Mon esprit a commencé à fonctionner avec une clarté légèrement supérieure. J'étais assis à la table de la cuisine. Elle parlait. Puis je me suis souvenu de la conversation. Ce n'était pas précisément une conversation. Elle m'avait révélé quelque chose. Elle avait déclaré qu'elle allait me tuer. Alors que le brouillard dans mon cerveau se dissipait, j'ai remarqué une infirmière debout à mon chevet, qui m'observait et souriait. « Bienvenue parmi nous, Monsieur Johnson. Je suis l'infirmière Smith. Vous êtes à l'hôpital merci parce qu'il y a quelques jours, vous avez eu une crise cardiaque très grave. On appelle ça le briseur de veuve, et vous avez de la chance d'être encore en vie. » Ironiquement, je ne me sentais pas particulièrement chanceux. Il est 3 heures du matin, et le médecin passera plus tard dans la matinée pour vous donner plus de détails sur votre état. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge était douloureuse et atrocement sèche. N'essayez pas de parler, Monsieur Johnson. Vous aviez une sonde de ventilation dans la gorge, il faudra donc quelques jours pour que ça guérisse tout seul. Mon esprit était plus clair maintenant, et j'ai fait un geste d'écriture avec ma main. L'infirmière Smith m'a tendu un bloc-notes et un stylo. En grandes lettres grasses, j'ai écrit « Pas de visite ». Elle a répondu « Oh non, vous avez déjà eu beaucoup de visites. Votre femme et vos filles sont venues. » Elle a dû percevoir que je tressaillais, et elle s'est tue. J'ai écrit furieusement. « Je ne veux aucune visite. » Elle a paru surprise, mais a demandé « Vous êtes sûr ?» J'ai simplement hoché la tête. Puis j'ai gribouillé une autre note. Ne partagez mes informations médicales avec personne. Ses sourcils se sont arqués, mais elle a simplement hoché la tête pendant que j'écrivais un autre message. A-t-il quelqu'un ici à l'hôpital qui puisse m'aider à remplir un formulaire de non-réanimation? Je suis certain que j'ai choqué l'infirmière Smith, mais elle a gardé son calme. Votre état n'est pas si grave, a-t-elle déclaré. Je l'ai interrompue en frappant rageusement sur le bloc-notes. Je transmettrai vos souhaits à l'équipe de jour. Elle m'a tapoté l'épaule et est sortie discrètement de la pièce. J'avais décidé que ma vie était, à toutes fins utiles, terminée, par conséquent, si quelque chose devait arriver, pourquoi permettre aux médecins de me réanimer? À en juger par ma chance, je survivrais probablement, pour finir dans un état végétatif, alors je me suis dit, tant pis. De plus, ce serait un autre choc pour ma femme de découvrir ce que j'avais fait et à quel point elle m'avait blessé. Je me suis retrouvé incapable de me rendormir. En fait, j'avais dormi pendant plusieurs jours, donc tout ce que je pouvais faire maintenant était de rester allongé là, de contempler et de formuler des plans. J'avais dit que je travaillais comme analyste de risque pour une compagnie d'assurance, mais en réalité, mon travail consistait à aider nos clients à effectuer des analyses de risque pour leurs organisations respectives. C'était un service que mon entreprise offrait, et une multitude de clients l'utilisaient. J'exerçais ce métier depuis plusieurs années. J'étais compétent, et j'étais rémunéré en conséquence. D'après mon expérience, chaque entreprise a peur de quelque chose. Mon travail consistait à m'assurer qu'elle craignait les bonnes choses et à recommander des stratégies pour atténuer ces menaces. Il existe un processus défini pour mener à bien ce type d'analyse. Ainsi, j'ai décidé d'appliquer la même stratégie pour résoudre mon propre problème. Savez-vous pourquoi ma femme voulait me tuer? Je me rends compte qu'elle n'a pas littéralement essayé de m'assassiner avec ses mots, mais bon sang, elle y est presque parvenue. Les actions que je venais d'entreprendre me donneraient du temps, et le temps était précisément ce dont j'avais besoin pour tout démêler. Allongé dans mon lit et attendant l'aube, j'ai commencé à analyser ma situation. Je suis l'une de ces personnes singulières qui engagent des dialogues internes lorsqu'elles pensent, et cela n'a pas fait exception. Très bien, Tim, tu t'es accordé un peu de temps. Maintenant, examinons les vrais problèmes. Il n'y avait rien d'inhabituel dans la franchise et la concision du discours de ma femme. Elle n'essayait pas de me choquer avec ses déclarations. C'est simplement sa façon d'aborder tout au long de sa vie. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle y pensait depuis plusieurs mois. Aurais-je dû remarquer quelque chose? Des changements dans son comportement? Avait-elle laissé tomber des indices verbaux que j'avais manqués? Peut-être qu'elle me trompait déjà. À toutes ces questions, ma réponse est non. Debbie n'est pas capricieuse et elle n'agit pas impulsivement. Elle réfléchit bien aux choses. Cependant, une fois qu'elle a formulé un plan, elle n'hésite pas.
Elle ne gaspille pas de mots. Elle fonce droit devant. Autre fait saillant, elle n'a pas dit qu'elle aimerait sortir avec d'autres hommes. Elle a dit qu'elle allait sortir avec d'autres hommes. Cela signifie, Tim, que tu as un réel problème, un problème qui ne va probablement pas disparaître simplement parce qu'elle t'a envoyé à l'hôpital. Bon sang. Alors, Tim, voici les options que je perçois. Premièrement, tu peux simplement lui permettre de sortir avec d'autres hommes et espérer que tôt ou tard elle s'enlace et que vous puissiez revenir à la situation antérieure. Deuxièmement, tu peux essayer de la dissuader, parce que, honnêtement, je n'arrive pas à imaginer être un mari qui partage sa femme. Troisièmement, divorce simplement et c'est fini. Ou quatrièmement, tu peux simplement mourir et ne pas avoir à t'en soucier. Pour être honnête, la quatrième option ne me semble pas si mauvaise en ce moment. Je me sens toujours affreux. Évidemment, je me suis trompé. J'ai dû m'endormir, car la chose suivante dont je me souviens, c'était la lumière du jour qui inondait la pièce et l'horloge au mur qui indiquait 10h40. Peu après mon réveil, le docteur est arrivé et m'a expliqué qu'un infarctus, tueur silencieux, est causé par une obstruction complète de l'artère interventriculaire antérieure gauche. Il a dit que j'avais une chance incroyable, car les taux de survie pour ce type d'infarctus sont extrêmement bas. Si ma femme n'avait pas été là et n'avait pas appelé le 112, je serais mort. D'accord. C'était la deuxième personne à me dire à quel point j'étais chanceux, mais je ne le ressentais toujours pas. J'ai demandé si un stress intense pouvait provoquer une telle attaque. Il a répondu, eh bien, oui, un traumatisme émotionnel grave peut la déclencher, mais les problèmes cardiaques sous-jacents sont généralement présents depuis un certain temps. C'est causé par une combinaison de facteurs génétiques et d'un taux de cholestérol élevé. Pourquoi me posez-vous cette question? J'ai expliqué du mieux que j'ai pu ce qui s'était passé entre ma femme et moi. Il a dit, eh bien, cela explique votre demande de ne recevoir aucune visite et votre ordre de ne pas réanimer. Monsieur Johnson, vous resterez ici quelques jours de plus, mais vous aurez besoin de beaucoup de repos et de calme pendant la période de convalescence, qui prendra un certain temps. Nous avons pu poser un stent au lieu d'effectuer un pontage coronarien, votre temps de récupération sera donc plus court. Je ne peux pas vous aider avec vos problèmes personnels, mais je vous recommande vivement de consulter un psychologue pour vous aider à les surmonter pendant que vous commencez à vous rétablir. Croyez-le ou non, l'un des effets secondaires les plus courants après ce type d'infarctus est la dépression. Et compte tenu de vos problèmes relationnels, je pense que vous êtes à risque. Sur ce, il a quitté la pièce. Pas d'au revoir, rien. Je ne lui en veux pas. Les médecins n'apprécient généralement pas les longues conversations avec les patients. On leur donne des pilules, on les opère, puis on s'en va. Ensuite, un autre médecin est entré, une femme qui s'est présentée comme l'hospitaliste et qui a énuméré tous les médicaments dont j'aurais besoin pour l'année à venir. C'était une sacrée liste de pharmacie. Oui, l'option 4 commençait à me sembler de plus en plus attrayante. Peu après le départ de l'hospitaliste, j'ai entendu une agitation dans le couloir. L'agitation était causée par l'annonce faite à ma femme qu'elle ne pouvait pas me voir. Elle a fait toute une scène, exigeant de connaître mon état. La sécurité a dû être appelée pour l'escorter à l'extérieur. Lorsqu'on lui a dit que j'avais expressément demandé qu'aucune information ne lui soit communiquée à mon sujet, pour la première fois depuis qu'elle m'avait pris par surprise avec ses projets, je me suis senti un peu mieux. Puéril, je sais, mais c'était quand même une petite victoire. Apparemment, le médecin, après avoir pris connaissance de ma situation, m'a prescrit un sédatif. Soit ça, soit j'étais tellement épuisé que j'ai fini par dormir plus d'une journée entière. Quand je me suis enfin réveillé, il était tard dans la nuit et l'infirmière Smith était à mon chevet. « Je suis contente de vous voir réveillé », a-t-elle dit, essayant de m'encourager. « Pourriez-vous essayer de dire quelque chose pour moi ?» J'ai réussi à parler, bien qu'avec un léger enrouement, mais Dieu merci, je pouvais au moins parler. Elle m'a demandé si nous pouvions parler, et j'ai acquiescé, mais seulement si elle m'appelait Tim. Elle a ri et a dit que c'était d'accord et que je devais l'appeler Beth. Elle a commencé en disant qu'elle était au courant de ma situation et qu'elle comprenait pourquoi j'avais imposé une règle, mais qu'elle était toujours inquiète au sujet de la demande de non-réanimation. Je lui ai dit d'oublier l'ordre de ne pas réanimer, que je ne voulais pas vraiment mourir, et que je savais que tôt ou tard je devrais parler à ma femme. Bien sûr, je ne voulais pas le faire tant que je n'étais pas suffisamment rétabli. Alors Beth m'a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle avait été obligée de faire sortir ma femme et mes 3 filles de la pièce. Peu avant que je reprenne conscience, elle a dit quelque chose.
Je savais déjà qu'à un moment donné, je devrais parler à ma femme, mais étant donné les circonstances, peut-être pourrais-je parler à mes filles à la place. À ce moment-là, je me suis demandé dans quelle mesure, si tant est qu'elles le savaient, mes filles étaient au courant de ce que leur mère m'avait dit. Les filles étaient très proches de leur mère, et peut-être qu'elles savaient à l'avance ce qu'elle allait dire. Probablement pas, mais Debbie était particulièrement proche de Darcy, même si elle était à Washington. Elle se parlait au téléphone presque tous les jours, alors peut-être que Darcy était au courant. Peut-être que Debbie avait dit la vérité aux filles. Après ce qui m'était arrivé. En tout cas, j'étais d'accord avec Beth pour dire que je devais parler aux filles, d'autant plus que les aînés avaient fait un si long voyage pour être à mes côtés. Beth a dit qu'elle allait les contacter et leur demander de revenir me parler, mais une seule à la fois. J'ai clairement indiqué que je n'avais aucune intention de parler à ma femme, et elle l'a compris. J'ai trouvé intéressant que les filles soient revenues dans ma chambre en seulement 5 minutes. Clairement, Beth ne les avait envoyées que jusqu'à la salle d'attente. J'étais sûr que tout avait déjà été organisé. Mais je voulais voir mes filles, alors pourquoi pas? Ce soir-là, j'ai parlé avec chacune de mes filles. Mais je leur ai dit que je ne voulais pas parler de leur mère. Je voulais qu'elles sachent combien j'étais heureux de les revoir et à quel point je les aimais profondément. Les larmes me montèrent aux yeux, et je devins très émotif en réalisant finalement à quel point j'avais failli ne plus jamais les revoir. Pendant notre conversation, Sydney a laissé échapper que Debbie leur avait tout raconté à toutes les trois. Elle s'en voulait pour ce qui m'était arrivé, bien qu'elle ne soit pas entrée dans les détails. Je n'ai pas discuté avec Sydney, et je sais qu'elle a trouvé ça remarquable. Elle a aussi mentionné que Debbie avait promis de les rencontrer le lendemain et de tout leur expliquer. Terry et Darcy m'ont dit qu'elle prendrait un congé prolongé pour m'aider à me rétablir. J'étais submergé par l'émotion, et Beth a dû écourter la visite. Après avoir rencontré mes filles, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive avec Debbie, la vie continuerait. Ma vie deviendrait plus difficile, mais elle ne s'arrêterait pas. Je devais simplement décider quoi faire de ma relation avec ma femme. Y avait-il même un intérêt à lui en parler? Même si elle renonçait à ses projets de rendez-vous, pourrais-je encore vivre avec elle? Je devais répondre à cette question avant de lui parler. Peut-être que les filles pourraient m'aider à décider si Sydney avait raison. Debbie était censée leur dire ce qui avait déclenché ma crise cardiaque, donc leur point de vue pourrait m'aider. L'infidélité n'affecte pas seulement la relation d'un couple. Elle impacte toute la famille. Un événement particulièrement intéressant a été que ma femme et mes filles ont décidé qu'après ma sortie de l'hôpital, je resterais dans notre maison tandis que ma femme emménagerait chez Sydney. Pendant mon séjour dans leur dépendance, Terry et Darcy se sont relayés pour me prodiguer les soins nécessaires. Au cours des semaines suivantes, les médecins se sont montrés confiants quant à un retour à une vie normale dans un délai de 5 à 6 semaines. Tout semblait acceptable, cependant, j'ai trouvé extrêmement étrange que, pendant les 2 premières semaines suivant mon retour à la maison, ma femme n'ait fait aucun effort pour communiquer avec moi, pas même par un simple SMS. Il était concevable que les filles l'aient sévèrement réprimandée, lui ordonnant de se retirer. Alternativement, elle aurait pu profiter de l'occasion pour se lancer dans ses rendez-vous. La vérité restait insaisissable. Néanmoins, je n'avais aucune envie d'une confrontation directe. Par conséquent, j'ai résolu de parler d'abord à Darcy, étant donné sa proximité de longue date avec sa mère, dans l'espoir qu'elle puisse m'éclairer sur l'état psychologique de ma femme. Darcy et moi nous sommes réunis en privé à la maison, où elle était déjà au courant de mon intention de discuter de cette question particulière. À l'image du tempérament de ma femme, j'ai tendance à la franchise. Ainsi, dès l'entrée de Darcy dans la pièce, j'ai lâché, « Darcy, depuis combien de temps sais-tu que ta mère désire entretenir des relations avec d'autres hommes ?» Notre discussion s'ensuivit brièvement. Elle marmonna, détournant le regard. « Depuis combien de temps, Darcy ?» insistai-je, le ton se faisant plus grave. « Je suis désolé, papa. Environ 3 ou 4 mois. » Ma tension artérielle augmenta et je sentis une perte de contrôle de soi imminente. Cette évolution était défavorable. Je devais reprendre mes esprits. « Je m'excuse, Darcy, » articulai-je. « Je n'avais pas l'intention d'élever la voix sur toi. J'apprécie sincèrement ton point de vue. Cette révélation m'a profondément affecté. J'ignorais que ta mère nourrissait un mécontentement au sein de notre relation. Cela me brise littéralement le cœur. » Je m'efforçai de me calmer légèrement. « Papa, elle a une profonde affection pour toi, et cette quête ne signifie rien de substantiel.
Elle souhaite simplement vivre certaines expériences de la vie avant d'avancer trop en âge. Cela ne devrait avoir aucune influence sur votre relation. Crois-tu sincèrement à de telles sottises, demandai-je. Je veux dire, Darcy, comment son implication intime avec d'autres hommes pourrait-elle n'avoir aucune signification pour moi? Je suis stupéfait que tu puisses même articuler une telle notion. Alors, selon ton point de vue, je devrais simplement lui permettre d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes pour faciliter son acquisition d'expériences de vie plus larges, et ensuite m'attendre à ce qu'elle revienne vers moi comme si de rien n'était? Enfin, peut-être pas précisément comme si de rien n'était, mais que mon amour pour elle soit suffisamment fort pour le supporter. Elle t'a dédié toute son existence, à nous tous. Et elle désire ça uniquement pour elle. Honnêtement, papa, tu as 59 ans, et il est probable que tu aies ressenti un léger déclin de vigueur. Il est tout à fait naturel que maman nourrisse un désir de rencontrer des hommes plus jeunes. Un tel désir est inné chez une femme. Cette révélation fut un choc profond. J'avais cru que Debbie n'avait aucune attirance pour les hommes plus jeunes, mais en entendant cette évaluation de la part de ma fille, j'ai été stupéfait de constater que la question tournait entièrement autour de considérations sexuelles. Même en concédant une possible diminution de ma vigueur, j'avais cru me comporter de manière raisonnablement correcte, mais visiblement, je me trompais. Et son affection pour moi ne devrait-elle pas être suffisamment forte pour écarter la nécessité pour d'autres hommes de satisfaire ses besoins? De plus, même en admettant la réalité de ma vigueur amoindrie, cela lui confère-t-il le droit de me trahir? Ne sois pas absurde, papa. Ce ne serait pas de l'infidélité si tu étais au courant. C'est la raison pour laquelle elle a tenté de communiquer avec toi à ce sujet. Notre échange a duré encore 5 à 10 minutes, mais n'a abouti à aucune résolution. Darcy a exprimé sa position sur la question avec une clarté sans équivoque. J'ai compris qu'il était impératif de mettre fin à la conversation avant de succomber à une explosion. Sur un ton presque infantile, Darcy a demandé « Quelle ligne de conduite comptes-tu adopter, papa ?» Je n'en suis pas certain, Darcy. Je ne sais tout simplement pas. Cependant, je me trouve absolument incapable de supporter l'idée que ta mère ait des relations intimes avec d'autres hommes. Je ne suis tout simplement pas fait pour accepter une telle situation. J'avais la ferme conviction que Debbie allait rapidement apprendre les détails de notre échange. Nous nous sommes embrassés et avons fait nos adieux. J'ai pensé en moi-même, en espérant que Darcy ne se marierait jamais. Ou, à tout le moins, qu'elle ferait preuve de franchise avec son fiancé concernant ses convictions. À l'inverse, ma conversation avec Terry a présenté un contraste saisissant. Elle est entrée dans la pièce dans un état d'agitation, en lâchant « Je trouve inconcevable que cet adultère puisse nous faire ça. » Et « Modère ton langage », ai-je averti, en levant la main dans sa direction. C'est ta mère dont tu parles. Et elle ne nous fait pas ça. Elle me le fait à moi. Comprends, papa, que lorsqu'un membre de la famille est infidèle, cela nous affecte tous. Donc, en effet, elle trahit sa famille. Terry, tu as employé le terme trompe, par opposition à projette de tromper. Tu n'es vraiment pas au courant, n'est-ce pas, papa? Elle fréquente des hommes depuis ton hospitalisation. Il est possible qu'elle ait eu ce genre de comportement même avant ton accident cardiaque. Je ne crois pas qu'elle ait encore eu de relations intimes avec aucun d'eux, mais elle les évalue indéniablement. Je soupçonnais qu'à la suite de cette révélation, ma relation avec Darcy touchait à sa fin. Cela ne me surprendrait pas que Debbie ait organisé des rendez-vous. Cela m'a paru étrange. Je m'attendais à un autre accident cardiaque, ou au moins à un accident vasculaire cérébral. Pourtant, rien de tout cela ne s'est produit. Tout ce que j'ai ressenti, c'est une profonde tristesse, car à cet instant précis, j'ai reconnu la dissolution de mon mariage. En toute franchise, je n'ai pas été surpris par les actions de Debbie. Elle avait toujours manifesté un caractère bien trempé. Cependant, la raison pour laquelle elle a appelé une ambulance lors de mon accident cardiaque restait obscure. Cela défiait toute compréhension, à moins que, à sa manière particulière, elle n'ait conservé au moins une once d'affection pour moi. Je n'ai pu que secouer la tête. Une fois de plus, je me suis demandé intérieurement s'il était utile d'avoir une conversation franche avec elle. Terry et moi avons conversé longuement, principalement au sujet des lois sur le divorce dans notre État. Dans une juridiction sans faute, la procédure n'était pas particulièrement complexe. Tous les biens sont soumis à un partage équitable. Terry a suggéré que je pourrais envisager une séparation légale au cas où j'hésiterais à divorcer de Debbie. J'ai exprimé mon intention d'y réfléchir,
mais je ne pensais pas que cela avait une réelle importance. Terry m'a également informé que, si ma femme ne pouvait pas empêcher le divorce, elle avait la capacité de le faire traîner en longueur. Cette affirmation a attiré mon attention, et j'ai résolu de consulter un avocat à la première occasion. Terry s'est engagé à me fournir des recommandations d'avocat le lendemain. Ma conversation avec Sydney a principalement consisté en mes tentatives pour la consoler. Comme elle se montrait incapable de cesser de pleurer, elle m'a imploré de permettre à Debbie de rentrer à la maison. Je lui ai rappelé que je ne l'avais pas bannie. Elle avait la liberté de rentrer à la maison à n'importe quel moment. La résidence lui appartenait autant qu'à moi. Ensuite, je lui ai posé 2 questions délicates. Sydney, est-ce que ta mère a eu des rendez-vous depuis mon hospitalisation? Bien que je connaisse déjà la réponse, j'ai cherché une confirmation. Sydney a simplement hoché la tête et a continué à pleurer. À quelle fréquence, Sid? À travers ses larmes, elle a murmuré, presque tous les soirs, « Papa ». J'ai essayé d'engager une conversation avec elle à ce sujet. Je lui ai dit qu'elle te trahissait. Cependant, elle affirmait que cela ne constituait pas une infidélité, puisqu'elle n'entretenait pas de relation intime avec aucun d'eux. De plus, elle vous avait informé de la ligne de conduite qu'elle entendait adopter. Tout ce que je pus faire fut secouer la tête, incrédule. Avant le départ de Sydney, je contactai sa mère et l'informai de l'amélioration de mon état de santé et de son droit de retourner à son propre domicile quand cela lui conviendrait. J'ajoutai que, selon moi, elle devrait s'en charger au plus vite, car Sydney était au bord de la crise de nerfs si elle ne quittait pas sa maison. J'ai mis fin à l'appel alors qu'elle était en train de parler, mais je ne me souciais pas de ce qu'elle allait dire. J'étais prêt pour notre rencontre imminente. Sydney m'avait indiqué que ma femme rentrerait à 1h le lendemain. Par conséquent, j'ai consacré le reste de la journée à organiser mes notes. Lorsque l'on se prépare à la bataille, il est impératif de posséder un plan solide, méticuleusement examiné et répété. Et j'étais prêt à la bataille. Bien sûr, comme c'est invariablement le cas, dès que le premier coup de feu est tiré, le plan devient obsolète. Et c'est précisément ce scénario qui s'est produit pour moi. Au retour de Debbie pour notre entrevue, elle n'a pas simplement franchi la porte d'entrée. Elle a fait irruption, en criant « Où es-tu » Mes yeux étaient déjà grands ouverts quand elle m'a aperçu assis à la table, mes notes disposées méticuleusement devant moi. Sans me laisser la moindre occasion de répondre, elle, crachant littéralement du feu, s'est lancée dans sa tirade. Il n'y aura pas de divorce, que dalle. Comme je l'ai déjà mentionné, ma femme était institutrice, l'histoire étant sa matière de prédilection. Elle avait une expertise particulière concernant la guerre de sécession américaine. Selon moi, il était évident qu'elle employait la stratégie du colonel Joshua Lawrence Chamberlain du 20e régiment du Maine à Little Round Top, le 2e jour de la bataille de Gettysburg. Les circonstances voulaient que le 20e régiment du Maine de Chamberlain se retrouve positionné sur le flanc gauche extrême de l'armée de l'Union, représentant la seule unité se dressant entre les forces confédérées de Lee et Washington. Le combat s'est avéré brutal. Les hommes de Chamberlain étaient épuisés et leurs munitions presque épuisées. Leurs pertes étaient dévastatrices, et la situation semblait désespérée. Par la suite, Chamberlain, un professeur de rhétorique plutôt quelconque dans la vie civile, a exécuté l'inattendu. Il a donné l'ordre à ses troupes restantes d'attaquer. Ils s'y sont conformés et, ce faisant, ils ont essentiellement préservé l'Union. C'était précisément la ligne de conduite adoptée par ma femme à mon égard. Elle a lancé une attaque alors qu'elle aurait dû adopter une posture défensive, et je me suis retrouvé complètement abasourdi. Le souvenir que j'ai ensuite est celui d'être étendu sur le dos sur notre lit, nu, avec Debbie à califourchon sur moi, les mains pressées contre ma poitrine, alors qu'elle s'écriait quelque chose de peu cohérent concernant l'absence de tout divorce, que nous nous aimions mutuellement et que nous resterions ensemble pour toujours. Je me suis dit intérieurement qu'elle s'efforçait d'achever la tâche qu'elle avait entamée des semaines plus tôt, celle qui avait presque précipité un événement cardiaque. Bien plus tard, après m'avoir complètement épuisé, elle a commencé à s'habiller et a fait part de son intention de revenir le lendemain avec ses affaires du domicile de Sydney, et que nous allions aller de l'avant avec nos vies. Alors qu'elle sortait de notre chambre, j'ai murmuré doucement, « Debbie, je te remercie d'avoir appelé l'ambulance. » Elle a hoché la tête et a répondu avec irritation, « Ça vient de mon affection pour toi, idiot, et nous sommes destinés à passer le reste de nos vies ensemble. Maintenant, repose-toi, car nous avons le temps de rattraper le temps perdu. » Et elle s'est dirigée vers la porte. « Debbie, il y a encore une chose, ai-je réussi à articuler avec autant d'autorité que possible.
L'instant même où tu as des relations intimes avec un autre individu, notre mariage prend fin. Haletante d'émotion, elle a rétorqué, nous verrons bien ça. Apparemment, elle avait aussi de l'admiration pour John Wayne. Pendant une période d'1 à 2 mois, notre vie est revenue à une sorte de normalité, bien qu'une nouvelle forme de normalité, car elle persistait à partir à des rendez-vous. Nous n'avons jamais reparlé de ma menace de divorce. Elle ne m'a jamais informé de ses départs prévus. 1 ou 2 fois par semaine, elle annonçait son départ, déclarant qu'elle rentrerait tard. Ces soirs-là, elle rentrait généralement vers minuit. Bien qu'elle ait parfois l'air un peu ébouriffée, elle ne portait jamais l'odeur d'une activité sexuelle. Elle prenait une douche, se glissait dans le lit, puis reprenait ses tentatives de m'épuiser par l'intimité physique. Je me suis tout simplement résigné à la situation, me disant que si la mort était inévitable, c'était au moins une manière mémorable de la rencontrer. J'étais certain qu'elle n'avait pas eu de relation intime avec qui que ce soit d'autre, je le savais, tout simplement. Puis, un soir, elle est rentrée encore plus tard que d'habitude. Il était déjà plus d'1 heure du matin et j'étais assis dans le lit en train de lire. Le sommeil me fuyait dès qu'elle était sortie. Ce n'était pas que je m'inquiétais pour sa sécurité. J'anticipais simplement l'inévitable. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir lorsqu'elle s'est garée. Le cliquetis de ses talons hauts a résonné sur le carrelage de la cuisine, et l'escalier a gémi sous son poids tandis qu'elle montait. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, nos regards se sont croisés, et j'ai su instantanément. Il était évident qu'elle réalisait que j'étais au courant de son infidélité. Romant le contact visuel, elle s'est dirigée vers la salle de bain principale en marmonnant, cela ne signifie rien. C'est extérieur à nous et ce sera fini dans quelques mois. Il n'y a pas besoin d'en discuter davantage, et a refermé la porte derrière elle. En entendant la douche s'activer, je me suis levé et j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Non seulement j'ai verrouillé la porte, mais j'ai également poussé une commode contre elle. Je n'allais pas répéter l'erreur que j'avais commise à Little Round Top. D'une certaine manière, je savais qu'elle ne me poursuivrait pas. Ce n'était tout simplement pas son modus operandi. Dans son esprit, une fois que j'aurais surmonté ma brève irritation, les choses reviendraient à la normale. Et j'avais raison. Je ne l'ai pas entendu faire un bruit pendant le reste de la nuit. Quant à moi, je suis resté éveillé. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je pleurais la mort de mon mariage, et mon esprit s'est occupé de planification stratégique. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, nous avons davantage ressemblé à des colocataires qu'à un couple marié. Nous étions polis l'un envers l'autre, mais nous nous sommes simplement conformés à nos routines et obligations quotidiennes. Je savais qu'elle s'aventurait dehors à plusieurs reprises, mais je restais insensible à ses activités. J'avais complètement déménagé dans la chambre d'amis et j'étais généralement endormi à l'heure de son retour. Oui, je dormais vraiment. J'ai découvert qu'au fur et à mesure que j'exécutais mes plans, je devenais de plus en plus calme et confiant que j'avais choisi la bonne voie, sans jamais connaître une période de tergiversation ou d'apitoiement sur mon sort. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne me suis pas reproché de ne pas avoir été un mari plus attentif. J'ai refusé de m'excuser ou d'accepter la responsabilité de ne pas avoir été à l'écoute de toutes les émotions que ma femme aurait pu ressentir. Selon moi, le mariage est un accord contractuel. C'est elle qui a rompu le contrat, pas moi. Elle ne m'a jamais communiqué de problème ou de déception. Elle m'a simplement informé de ses intentions. Mais l'aspect ironique était qu'une partie de moi comprenait son désir de vivre d'autres expériences. C'est une émotion humaine naturelle. Elle ne nous a tout simplement jamais donné l'occasion de découvrir une alternative. Elle a pris une décision unilatérale qui a mis fin à notre relation. Fin de l'histoire. J'ai également compris pourquoi elle a pris cette décision indépendamment. Dans le monde occidental, près de 100% des mariages sont dominés par la femme dans une certaine mesure. Le nôtre ne faisait pas exception. Je suppose que si je pouvais identifier un défaut dans cette situation, ce serait peut-être que j'étais trop conciliant. Mais en plus de 40 ans de mariage, il n'y avait jamais eu d'indication pour elle que j'accepterais ce genre de comportement. Je lui ai permis de prendre la plupart des décisions concernant notre vie de famille parce que cela lui plaisait, et c'était primordial pour elle. En fait, avant notre mariage, nous avons eu de longues discussions concernant nos attentes en matière de fidélité. Il n'y avait pas de zones ambiguës et certainement pas de passe gratuite. Je n'ai jamais été infidèle, même de loin. Je n'ai jamais adopté un comportement qui ne réussirait pas le test de fidélité conjugale. Et j'attendais la même chose de Debbie. C'est elle qui nous a infligé cela,
pas moi. Quelques semaines après le premier acte d'infidélité de Debbie, j'étais prêt. Un soir, après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine, le lieu de la plupart de nos discussions familiales, et j'ai attendu son retour. À son arrivée, j'ai dit calmement, « Debbie, il faut qu'on parle. » « Pas maintenant, » répondit-elle d'un ton méprisant. « J'ai besoin d'une douche et de dormir. On peut en parler demain matin. » « Non, » répondis-je avec une autorité qu'elle ne m'avait jamais vue auparavant. « On va parler tout de suite. Assieds-toi, s'il te plaît. » Elle était visiblement irritée par ma demande et s'assit avec impatience sur la chaise en face de la mienne. Sa nervosité était palpable, probablement à cause de l'odeur persistante de son amant, mais j'étais indifférent. J'ai fait glisser une enveloppe manie sur la table vers elle et j'ai déclaré clairement, ce sont les papiers du divorce que j'ai déposés pour cause de différends irréconciliables. À ce moment-là, elle a commencé à parler, mais j'ai levé ma main devant son visage. Non, assieds-toi simplement ici. Il y a quelques mois, tu m'as ordonné de m'asseoir et de t'écouter sans interruption, et maintenant j'attends que tu me rendes l'appareil jusqu'à ce que j'ai fini. Elle se renversa en arrière, leva les yeux au ciel, croisa les bras sur sa poitrine et me fixa. Ces documents expliquent tout, dis-je. Dans l'enveloppe se trouve la carte de mon avocat. Vous pouvez les signer et les retourner à son cabinet. Si vous ne le faites pas dans les 3 jours, je n'aurai d'autre choix que de vous faire signifier les documents sur votre lieu de travail. Je ne souhaite pas vous embarrasser publiquement, mais honnêtement, cela ne me dérangerait pas de le faire là où se trouvent la plupart de vos amants. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas suivi. Je n'ai ni photos, ni enregistrements audio ou vidéo de vos liaisons. Rien de tout cela ne m'importe, continuai-je. C'est très simple. Dans un État où le divorce est sans faute, tout est partagé équitablement. Nos enfants sont adultes et vivent de manière indépendante. La maison est payée. Nous rembourserons notre dette de carte de crédit commune et passerons à autre chose. Avez-vous terminé ? Demanda-t-elle d'un ton des plus condescendants. Je me contentai d'acquiescer. Se levant, elle déclara, « Très bien. Nous ne divorçons pas. Je suis fatigué et je vais me coucher. Bonne nuit. » Le lendemain matin, elle exprima le désir de converser. Curieusement, pour la première fois depuis longtemps, elle nous prépara un vrai petit déjeuner. Elle semblait assez joyeuse en s'affairant dans la cuisine. Quand le petit déjeuner fut prêt, et après avoir ramassé ma mâchoire qui traînait par terre, elle s'assit calmement et me fit signe de faire de même. Cela devenait surréaliste. Je ne m'assis pas. Au lieu de cela, je déclarai que j'allais manger au restaurant et sortis par la porte. Elle ignorait que je me dirigeais vers l'appartement que j'avais loué près de mon travail et que je n'avais jamais eu l'intention de remettre les pieds dans cette maison, sauf pour récupérer mes affaires une fois le divorce prononcé. Il me sembla percevoir le son de ses sanglots discrets alors que je montais dans ma voiture, mais je ne pouvais pas en être certain. À ce moment-là, je n'avais aucune intention de poursuivre la conversation. Ma voix était claire. Elle ne me contacta jamais, sauf par l'intermédiaire de son avocate, et je fis de même. Bien sûr, elle n'avait pas signé les papiers, alors je les lui fis officiellement signifier sur son lieu de travail, comme je l'avais prévenu. Elle engagea un avocat et fit tout ce qui était en son pouvoir pour perturber la procédure de divorce. Ni ma persuasion, ni celle de nos filles n'eurent d'impact sur ses actions. Mais en fin de compte, elle ne pouvait rien faire pour empêcher le divorce, et 6 mois plus tard, nous étions enfin assis au tribunal des affaires familiales avec nos avocats. Pour être honnête, je ne prêtais pas beaucoup d'attention au débat. Je souhaitais simplement que tout cela se termine. Mon avocat m'avait informé que ce serait la seule audience officielle à laquelle je devrais assister, et j'en étais reconnaissant. Mais lorsque le juge s'adressa directement à ma femme, je me redressai et concentrai mon attention. « Madame Johnson, pourquoi ne souhaitez-vous pas que j'accorde cette requête en divorce telle qu'elle est rédigée ? Tout semble être un partage équitable des biens. » Ma femme se tenait devant le juge, vêtue comme si elle allait à l'église, et déclara, « Votre honneur, il y a quelques mois, j'ai pris une terrible décision qui a détruit nos 41 ans de mariage. À l'époque, j'étais en pleine ménopause et je ne pensais pas de manière rationnelle. Je me sentais vieille et peu attrayante. Plusieurs jeunes hommes au travail me courtisaient, me comblant de compliments et d'attentions. Malheureusement, j'ai naïvement cru que mon mari comprendrait et m'autoriserait quelques mois de liaisons innocentes. J'étais stupéfait lorsqu'elle continua. Il savait que je voyais d'autres hommes depuis de nombreux mois, et je supposais qu'il ne s'y opposait pas. Maintenant, je réalise que je me trompais.
J'ai cessé de voir qui que ce soit une fois qu'il m'a fait signifier les papiers du divorce. En fait, je consulte une thérapeute plusieurs fois par semaine, et elle m'a aidé à comprendre à quel point mes actions étaient mauvaises. Je sais que je ne peux pas l'empêcher s'il insiste pour divorcer, mais j'espérais que vous pourriez nous ordonner de suivre une thérapie de couple pour tenter de reconstruire notre mariage. Nous sommes ensemble depuis plus de 40 ans, et il me semble que le moins que mon mari puisse faire est d'accepter une thérapie avant de jeter notre mariage. Alors que Debbie se rassoyait, elle me lança un sourire narquois, me laissant convaincu que le juge était sur le point de proposer à Debbie de l'épouser. Il semblait si impressionné par son discours. Ce n'était pas favorable du tout. Je jetai un regard désespéré à mon avocat, espérant qu'il interviendrait, lorsque j'entendis le juge s'adresser à moi. « Monsieur Johnson ? Monsieur Johnson, êtes-vous attentif ? Demanda-t-il. Que pensez-vous de la déclaration de votre femme ? Elle a présenté un argument très convaincant. Vos 40 années ensemble valent sûrement la peine d'être sauvées. Oh, zut, murmurai-je à moi-même. Cela ne peut pas m'arriver. Ma femme parvenait à peine à réprimer sa joie. Mon avocat griffonnait quelque chose dans son bloc-notes. Il semblait qu'il dessinait un gros tournevis cruciforme. Je suis complètement foutu. Mais alors, un éclair de lucidité me traversa l'esprit. J'étais de retour au combat, et le premier coup avait déjà été tiré. Je répondis, « Votre honneur, puis-je prendre un moment pour réfléchir à ce que ma femme a déclaré ? Elle m'a vraiment donné matière à réflexion. J'aimerais consulter mon avocat. » Le juge a répondu avec bienveillance, « Bien sûr. Je pense que c'est raisonnable. » Tout le monde dans la salle d'audience semblait percevoir un véritable moment digne d'un film à l'eau de rose. Je me suis rapidement tourné vers mon avocat, qui avait alors fini de croquer cette vis cruciforme. Que se passerait-il si je retirais ma demande de divorce à ce stade ? Conserverait-il le pouvoir d'ordonner une thérapie de couple ? Mon conseiller juridique, qui ressemblait à Clarence Darrow, le célèbre avocat américain réputé pour son éthique inébranlable dans de nombreuses batailles juridiques importantes, s'est retourné et a affirmé, sans équivoque, que non. Le système judiciaire renoncerait ensuite à sa juridiction sur la procédure. Une autre question, Clarence. Laquelle ? Cela n'a plus d'importance maintenant. Hypothétiquement, quelles seraient les conséquences si je disparaissais simplement ? Mon épouse aurait besoin d'une notification formelle pour entamer une procédure de divorce, n'est-ce pas ? Oui, mais la question n'est pas aussi simple. Après une durée d'1 an, elle pourrait obtenir un divorce pour cause d'abandon, a-t-il expliqué. Seulement si la chance me sourit, ai-je pensé pensivement, en poussant un profond soupir. Existe-t-il une loi qui stipule que je suis obligé de cohabiter avec ma femme ? Mes processus mentaux s'accéléraient de façon exponentielle. Non, il n'y en a pas. Il a répondu d'une manière typiquement légaliste. Ensuite, comme frappé par une soudaine épiphanie, il a demandé, « Et ma rémunération restera-t-elle constante ?» Assurément, Clarence. Assurément. J'ai souri largement, ajusté ma cravate, lissé mon pantalon avec mes mains et me suis levé pour m'adresser au tribunal. Tout le monde souhaitait que ce scénario se termine comme dans un film sentimental, et j'étais sur le point de réaliser ce souhait. Du moins, dans une certaine mesure. Votre honneur, compte tenu de la nature convaincante du témoignage de mon épouse, je retire formellement ma demande de divorce. La salle d'audience est tombée dans un état de chaos total. Ou, plutôt, pas précisément. Seulement une douzaine de personnes étaient présentes, et compte tenu de la proximité du déjeuner, ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans l'affaire se sont levés pour se rendre à la cafétéria. Le juge a frappé du marteau, accordant ainsi ma requête, affichant un large sourire et versant des larmes d'émotion. Mon épouse et son avocat pleuraient également de joie. Moi, en revanche, j'étais rongé par la rage, mais j'ai adopté ce que j'espérais être l'apparence d'un visage joyeux et j'ai rapidement quitté la salle d'audience. J'ai réussi à atteindre ma voiture avec ma femme à mes trousses, murmurant sans cesse notre bonheur mutuel, ad infinitum. J'ai mis le contact et suis parti, la laissant debout sur le parking, totalement perplexe face au déroulement des événements. En sortant du parking, j'ai jeté mon téléphone portable dans la verdure adjacente et me suis rendu directement à mon lieu de travail, où j'ai immédiatement présenté ma démission au service des ressources humaines. J'ai réalisé que j'avais la possibilité d'accéder à mon compte d'épargne retraite 401K. Étant donné que j'avais 59 ans et demi, je ne pourrais pas recevoir de prestations de sécurité sociale pendant plusieurs années supplémentaires, mais la valeur combinée de mon 401K
cas et de nos autres actifs serait, je pense, suffisante. De mon lieu de travail, je me suis rendu à notre institution financière. J'ai exécuté toutes les actions habituelles entreprises immédiatement après un divorce. Notre résidence était entièrement payée et possédait une valeur marchande avoisinant le $1 million. Nos autres biens avaient une valeur approximativement équivalente. Par conséquent, mon intention était de transférer la propriété de tous les actifs à mon nom et de transférer la propriété de la résidence uniquement à Debbie. Mes proches ignoraient où je me trouvais et communiquaient avec moi exclusivement par l'intermédiaire de mon lieu de travail ou par téléphone, ce qui me permettait d'exécuter mon plan sans interférence extérieure. 2 semaines après ces événements, après avoir organisé un rendez-vous avec Debbie, je suis arrivé à notre résidence, ou plutôt, à ce moment-là, à la résidence de ma femme, dans mon tout nouveau camping-car Georgetown de classe A de 38 pieds. Ma nouvelle Jeep Wrangler 4x4 était connectée à la barre de remorquage située derrière, prête pour le voyage imminent. J'ai frappé à la porte et j'ai aperçu Debbie s'approcher de l'intérieur. Nos 3 filles étaient également présentes, car je les avais prévenues de mon arrivée imminente. J'anticipais la possibilité d'un conflit et souhaitais leur présence pour observer Debbie. « Chérie, tu es rentrée. »« Dieu merci. Nous étions tellement inquiètes pour toi. » Les filles scrutaient déjà le camping-car et avaient la perspicacité de comprendre que quelque chose n'allait pas. « Chérie, je suis en fait venue pour te dire adieu. »« Que veux-tu dire, adieu ? Nous sommes destinés à être ensemble éternellement, n'est-ce pas ? Nous avons toujours été ensemble, mon amour. Je ne pars que pour une durée temporaire. Mais, Tim, qu'en est-il de ton emploi ? J'ai pris ma retraite, Deb, et j'ai l'intention de consacrer du temps à parcourir le pays. Mais, mon chéri, je ne peux pas simplement abandonner le district scolaire à ce moment précis. L'année scolaire a déjà commencé. Je sais que parcourir le pays en camping-car était notre aspiration commune, mais je suis tout simplement incapable de le faire en ce moment. Elle ne comprenait toujours pas, contrairement à mes filles. Et elles étaient stupéfaites. Leur regard me transperçait, car elles savaient que j'étais sur le point de les abandonner pour qu'elles se débattent avec mon épouse imprudente et insensée. Et cette perspective les contrariait. Nous devons entrer et discuter. Debbie, j'ai beaucoup de choses à te dire. Et je te donnerai aussi la possibilité de parler. Nous entrâmes ensemble dans la cuisine et prîmes place autour de la table. Ma respiration se fit plus difficile en repensant à la multitude de réunions familiales qui s'étaient déroulées autour de cette table. La prise de conscience que ce serait la dernière était presque insupportable. Cependant, au cours des 2 dernières semaines, j'avais consacré beaucoup de temps à réfléchir à ma situation. Je n'éprouvais plus aucune animosité. Je n'étais ni appréhensif, ni effrayé, ni accablé par l'incertitude. J'éprouvais un sentiment de tranquillité qui m'avait échappé pendant des années. Par conséquent, j'ai commencé. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses, Debbie, et à vous les filles, pour mon comportement lors de votre première révélation de vos intentions d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Je reconnais que ma conduite à l'hôpital était infantile. Je levai la main avant que Debbie ne puisse prononcer un seul mot. Veuillez me permettre de conclure. Je reconnais que l'infarctus du myocarde n'était pas attribuable à vos actions. D'une manière perverse, vous avez peut-être même sauvé ma vie. L'infarctus du myocarde était inévitable. Et grâce à votre présence et à votre demande d'aide rapide, je suis vivant et présent ici aujourd'hui. Les professionnels de la santé m'en ont assuré. Par conséquent, je vous exprime ma gratitude. Cela l'a véritablement déconcerté. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre audience au tribunal. Et je suis arrivé à une réalisation, Debbie. Ni toi ni moi n'avons jamais réellement existé indépendamment. Nous sommes ensemble depuis l'école primaire. Je crois que je comprends maintenant tes sentiments lorsque tu m'as informé de ton intention. Je me suis concentré sur la composante sexuelle de ton désir. Cependant, je pense que ce que tu exprimais réellement, c'était un désir d'exister indépendamment. Tu aspirais à t'affirmer et à prendre le contrôle de ton existence. Par la suite, il m'est apparu que je suis dans une situation analogue à la tienne. Toute notre vie, toutes nos aspirations, ont toujours été construites à l'unisson. Et moi aussi, je désire maintenant vivre indépendamment. Je crois que nous avons tous les deux besoin d'une période de séparation afin de déterminer nos identités individuelles. À ce moment-là, je lui ai permis de parler, car l'empêcher de le faire aurait été une impossibilité. Mais je ne veux pas être seul. Je ne te donnerai jamais le divorce.
Nous resterons ensemble jusqu'à la fin de nos jours. J'ai commis une grave erreur en te révélant tout cela. Comment elle a réussi à articuler ces mots à travers les larmes et les sanglots, je ne peux pas le comprendre. Il semblait qu'elle était sur le point de faire de l'hyperventilation. Les filles, bien que les larmes aux yeux, restaient étonnamment calmes et silencieuses. Deb, je reconnais que tu ne me donneras jamais le divorce. Et moi aussi, je ne veux plus divorcer. Pour moi, c'est sans importance. Cependant, nous ne reprendrons pas la vie commune. J'ai besoin de l'opportunité de déterminer mon identité en dehors de nous. Je lui ai fait glisser un document sur la table, détaillant les droits de succession. Je te cède la résidence et je conserve la majorité de nos actifs restants, ce qui équivaut finalement à du 50-50. Les filles pleuraient maintenant ouvertement, car elles comprenaient la situation. Tim, mon amour, ne fais pas ça. Je peux rectifier la situation. Je suis confiante qu'avec le temps, tu pourras me pardonner. Je n'ai fréquenté personne depuis des mois. Mon thérapeute m'a aidé à reconnaître l'étendue de ma folie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as dit que tu reviendrais. Je t'ai déjà pardonné. Deb. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Je te libère de nos vœux matrimoniaux. Je souhaite que tu vives tout ce que tu désires dans la vie, sans aucune culpabilité. Je ne peux tout simplement pas rester ici pendant que tu fais ça. Mais comment puis-je te contacter si j'ai besoin de te parler? Vous ne pouvez pas simplement m'abandonner de la sorte. C'est injuste. Elle laissa tomber sa tête sur la table, sanglotant inconsolablement. Incapable d'articuler davantage, je m'adressai à mes filles. Mes chéries, je suis profondément désolé que les événements se soient déroulés ainsi. Je vous chérirai à jamais, et s'il vous plaît, prenez soin de votre mère pour moi. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire par courrier électronique. Je ne possède ni téléphone ni adresse postale, car je n'ai pas l'intention de résider au même endroit pendant une longue période. Elles étaient toutes en larmes lorsque je me levai et sortis par la porte. Je montai dans mon véhicule de loisirs et, sans jeter un regard en arrière, je me lançai dans une nouvelle existence. Seul. Godt, Village der. Så har vi basically allerede vundet spillet. Så skal vi bare have en lavapøl. Jeg nakker lige de her får først, dog. Ja. Det behøver jeg jo ikke. Der er en village dernede, mand. For helvede. Men det kan godt være, at vi skal tage ud og lave en lille IRL-mis her en gang imellem. Også bare, så jeg ikke behøver at sidde og fucking smelte inden foran den her ostecomputer hver dag. Jeg er jo begyndt at Luxmax. Hej igen. Hvad så? Hvor er du henne? Eller hvad man siger sådan. Hej elskede mennesker, jeg er tilbage. Jessen og Nana, der kommer tilbage på samme tid. Wow. 2027 er mit år. What? Var 2026 ikke også dit år? Det bankede på. Nå. Fra hvem dog? Nej, venter til næste år. Hvorfor? Kan du ikke bare vente med Luxmax til næste år så? Det skal du ikke blande dig i. Okay, fair. Jeg må også snart finde på noget andet end det her Minecraft. Jamen, jeg ledte efter min controller i dag, så jeg kunne ind og spille Elden Ring igen, men jeg kunne ikke finde den. Er jeg løbet forbi den der village, eller hvad? Hvor fanden er den henne? What the fuck? Begynder nu, så står jeg skarpere til næste år. Hvad skal du lave, Jal? Jeg ved det ikke. Ikke så mange spørgsmål. I don't know. Okay, Nana er sassy i dag. Ingen kommentar. Hvad med en lille cheese rolling turnering? Så med vold der tages med. Så meget vold der er jo heller ikke. Du vil gerne lave IRL, men du ved ikke, hvad du skal lave. Ja, for jeg har ikke lyst til at spille noget. Det er jo lort. Jeg sidder og spiller det samme i Minecraft hele tiden. Jeg gider ikke spille Elden Ring. Jeg gider ikke spille... Ja, noget. Det er for varmt. Jeg er træt af, jeg bruger hele sommeren på at sidde foran computeren. Men der er ikke noget at lave i Esbjerg. Jo, du gør. Nej, jeg gør sgu da. Fisk. Jeg prøver at se. I har heller ikke nogen ordentlige forslag. Hvad fuck er det her? Hvorfor ser de sådan ud? Hvorfor ser de sådan ud? En god gamer challenge, det er ligesom den Ludwig laver. Kæmpe hoved. Ja, det.
Jeg ved ikke, hvad Ludwig laver. Det er også bare svært at blive motiveret til at game, når jeg lige har sagt, at jeg gider game, så du mener, jeg vil hellere den blå. Du skal da bare spille på en server, ikke bare singleplayer. Nej, men det er boring, Bebop. Det har vi også gjort. Jeg føler, at vi har mælket Minecraft for, hvad der er, altså der kan mælkes, sagt det. Chatten bestemmer 6 spil, du skal vinde klar i streg. Jamen, det har vi snakket om. Det havde vi som subgoal, sådan en gaming gauntlet-ting. Jeg ved ikke, om det er det, Ludwig kan også lave, men det har vi legit snakket om. Men chatten kunne ikke komme med nogle spil. Altså, det var fuld lort. Meetup i Aarhus. Jamen, fix nu. Bro, jeg gider ikke at bruge 600 kroner på transport minimum op til jer og retur igen. For så at skulle sove på et hotel, bruge en formue på det, eller sove på en af jeres sofaer og have ondt i ryggen, fordi jeg er gammel og gnaven, altså. $600 minimum er du helt væk. Det er jo rigtigt. Det er jo legit rigtigt. 300 kroner hver vej. Skak, GeoGuess og Half-Hard MC Hardcore CS2 win. Jamen, det ville jo tage en time, så havde jeg gjort det hele, onkel. Lol. Det passer jo. Umuligt, du overhovedet klarer de 4 i streg. Tror du ikke det? Men er det en sommerting, altså? Er det en sommerting, Lams? 200 kroner, by the way. Jeg er frem og tilbage, så det er 400. Der er sgu noget, du har misforstået op i knolden, det tror jeg. Så ved vi ligesom, hvor meget vi betyder for dig. Hvad? Smilla, hold nu kæft med at snakke om Mac'en hele tiden. Gå ud og lav noget mad, hvis du er så sulten, altså.